Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis étudiant en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui tu vas tout savoir sur la tendinopathie. Donc on verra en premier ce qu'est le tendon et à quoi il sert. En deuxième, on ira voir ce qu'est réellement la tendinopathie. Et enfin, en troisième et dernier, comment la traiter, comment la prévenir. On commence directement avec la première partie. Qu'est-ce que le tendon? Donc le tendon, c'est le tissu qui s'attache du muscle pour se finir au niveau de l'os et donc il permet la transmission de contrainte. C'est-à-dire que lorsque tu vas venir contracter ton biceps, en fait c'est la force transmise par le tendon au niveau de l'os qui fait bouger ton avant-bras. Également, les tendons ont un rôle stabilisateur. Par exemple, au niveau de ton genou, en fait tu as le quadriceps en avant et les ischio-jambiers en arrière qui permettent ce qu'on appelle une stabilisation active de ton genou dans le plan sagittal, c'est-à-dire avant-arrière. Donc ça c'est globalement les deux grandes actions de tes tendons, la mobilisation et la stabilisation. Et on va donc voir de quoi est-ce qu'ils sont composés. En fait, ton tendon est composé à 70% d'eau, ce qui est assez énorme. Et donc sur les 30% restants, ton tendon est composé à 75% de collagène de type 1. On verra la différence entre les différents types de collagène plus tard dans la vidéo. Et enfin, il est composé de 2% d'élastine, ce qui est très peu comparé à par exemple tes muscles. Ce qui fait que tes tendons ne sont pas super emballés à être dans des situations où ils sont extrêmement étirés. Par exemple, si tu fais un exercice, donc par exemple le développé couché, où tu viens lors de ton exécution chercher le plus bas possible, du fait que ton tendon est très peu étirable et qu'il est sous des contraintes excessives, tu as beaucoup plus de risques de te blesser et c'est d'ailleurs pour ça que je ne te recommande pas forcément de faire tous tes exercices en amplitude totale. Ok, maintenant qu'on a vu de quoi est composé ton tendon, on va aller s'intéresser à sa bioanatomie. Comment est-ce qu'il est structuré réellement? Donc tout d'abord, je te mets un schéma à l'écran pour te permettre que ce soit un peu plus visuel. Mais du coup, ton tendon, c'est la grosse partie, c'est le gros morceau. À l'intérieur de ce tendon, en fait, déjà, il est recouvert de ce qu'on appelle un épithénon. C'est globalement, on va dire, sa peau, son t-shirt, etc. C'est ce qui le recouvre. À l'intérieur du tendon, on retrouve différentes fibres qui, elles, sont entourées de ce qu'on appelle un endotenon. Donc c'est le même concept que l'épithénon, sauf que là, c'est autour des fibres. Ensuite, à partir d'une fibre, on passe à ce qu'on appelle une fibrille, puis on passe à une subfibrille, et enfin, on arrive à la fameuse fibre de collagène. Donc, tu as 5 niveaux de structure à l'intérieur même de ton tendon. Ok, donc maintenant que tu sais globalement tout ce qu'il faut savoir sur tes tendons, on va passer à la fameuse partie des tendinopathies. Alors, une tendinopathie, qu'est-ce que c'est? En fait, une tendinopathie, c'est une maladie du tendon ou une douleur du tendon. Les deux sont assez similaires en fait. Tu l'as peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, je n'utilise pas le terme tendinite. Pourquoi? Je vais t'expliquer. En fait, la définition de la tendinite, c'est une inflammation au niveau de ton tendon. Sauf que, on a remarqué en fait qu'il n'y avait pas ce facteur au niveau de ton tendon, ce qui fait que la tendinite n'existe pas réellement. Et c'est pour ça qu'on a changé le nom, que c'est passé de tendinite à tendinopathie, tout simplement parce que le suffixe it se caractérise par le facteur inflammatoire. Donc si on ne retrouve pas cette inflammation, le terme tendinite est donc faux. C'est pour ça que tu entends de plus en plus des gens parler de tendinopathie. Si jamais tu te demandais ce que c'était, en fait c'est juste le nouveau nom des tendinites. Et donc on retrouve deux grandes raisons d'apparition des tendinopathies. Pour la première grande raison, on retrouve les mouvements répétitifs, c'est-à-dire des blessures plutôt de fatigue, à force de faire par exemple du développé couché, au bout d'un moment, le tendon de ton grand pectoral peut s'abîmer et donc se blesser. Ça c'est ce qu'on appelle des blessures de fatigue, qui sont aussi appelées blessures de surcharge, parce que ton tendon a tellement dû encaisser de contraintes qu'il a été surchargé. En deuxième, on retrouve les causes traumatiques, par exemple un coup que tu aurais reçu sur ton tendon. Donc les lésions de type traumatique sont une minorité. On en retrouve très rarement. La majorité, voire même la quasi-totalité des tendinopathies sont dues à une blessure, à une pathologie de surcharge. Maintenant, on va voir les 3 zones d'apparition possibles des tendinopathies au niveau de ton tendon. On a vu sa structure et comment est-ce qu'il était agencé, mais en fait tu as différentes parties de ton tendon. Donc on a en tout premier l'anthèse, c'est en fait l'attache à l'os, c'est la partie du tendon qui est attachée, qui est collée à l'os. On retrouve ensuite la jonction myo-aponévrotique, donc là c'est l'attache entre ton tendon et ton muscle. C'est une zone de faiblesse tout simplement parce que tu passes d'un tissu à un autre. Et enfin il y a le reste, c'est-à-dire la partie entre ces deux jonctions qui est ce qu'on appelle le corps. Donc en fait, lorsque tu as une tendinopathie, tu peux avoir une tendinopathie au niveau de l'anthèse,
au niveau de la jonction myo-aponeurotique et ou au niveau du corps. Et donc ça c'est intéressant à savoir tout simplement parce que ça peut amener à une orientation mais en fait de la prise en charge de la rééducation que tu vas faire pour soigner ta tendinopathie. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, ça fait peut-être un peu beaucoup pour toi, je l'imagine, mais on va passer du coup à l'anatomopathologie, donc c'est-à-dire les facteurs anatomiques que l'on retrouve dans une tendinopathie. Pourquoi est-ce que la tendinopathie apparaît au niveau anatomique? Donc tout d'abord, on va retrouver bien une séparation et un appauvrissement des fibres de collagène, c'est-à-dire que tes fibres vont se séparer et donc vont rétrécir, ce qui va bien les rendre plus faibles. Et tu t'en doutes, si elles sont plus faibles, eh bien elles peuvent supporter moins de contraintes. En deuxième, eh bien on retrouve une perte de l'architecture. En fait, tes fibres de collagène, tu l'as vu tout à l'heure, eh bien sur le schéma, elles sont en ligne, elles sont parallèles. Et en fait, si tu perds cette architecture qui est parallèle, où tes fibres eh bien, partent un peu dans tous les sens, ça va faire que ton tissu sera anarchique et donc il ne supportera pas les mêmes contraintes. En fait, il n'aura juste pas la même qualité de tissu et donc ça va changer bien les contraintes qu'il peut supporter. En troisième et dernier, eh bien on retrouve un amincissement des fibres. C'est-à-dire que tes fibres vont être beaucoup plus fines et donc comme pour le premier avec l'appauvrissement eh bien, des fibres, elles vont être beaucoup plus fines et donc si elles sont beaucoup plus fines, elles seront beaucoup plus faibles. Donc ça c'était les trois facteurs anatomopathologiques. On va maintenant passer aux facteurs physiopathologiques, c'est-à-dire comment est-ce que la tendinopathie apparaît réellement. En fait, la tendinopathie commence toujours par une accumulation de microlésions. Microlésions qui sont surtout effectuées lors des phases excentriques, tout simplement parce que c'est là où eh bien, ton tendon subit le plus de contraintes. C'est là où il doit résister au maximum de force et donc c'est là où il y a des petites déchirures, des microlésions du coup qui apparaissent. Donc les microlésions ne sont pas graves dans l'absolu. À chaque fois que tu vas t'entraîner, tu vas en produire. Mais si tu récupères assez bien, eh bien en fait ces microlésions disparaissent. Sauf que si tu as un manque de récupération ou autre, eh bien en fait tu auras une accumulation de microlésions qui va amener sur une diminution de la qualité de ton tissu. Et on a vu tout à l'heure eh bien, que lorsque ton tissu diminuait en qualité, il diminuait également en capacité de transmission de contraintes. Ce qui fait que pour le même poids, ton tendon ne sera plus capable de subir les mêmes surcharges, les mêmes contraintes. De ça, en fait, ça va amener à des douleurs. Et tu le sais, la tendinopathie, c'est la maladie ou la douleur du tendon. Ce qui fait que l'accumulation de microlésions amène à la tendinopathie. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu tous ces facteurs, j'imagine que ça va faire beaucoup pour toi. Mais au moins maintenant, tu sais eh bien ce qu'est un tendon, comment est-ce qu'il est structuré, comment est-ce que la tendinopathie arrive, que ce soit au niveau anatomique, donc au niveau de tes fibres directement, ou en règle générale, comment est-ce qu'une tendinopathie arrive au niveau physiologique, c'est-à-dire quels sont les événements qui amènent eh bien, sur la tendinopathie. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, encore une fois, eh bien, dans les différents types de tendinopathie. En fait, on retrouve trois grands types de tendinopathie, qui sont eh bien, dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que la première tendinopathie que tu vas voir, c'est ce qu'on appelle une tendinopathie d'adaptation. En fait, c'est globalement la première tendinopathie que tu as sur cette zone. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une tendinopathie au niveau de ton long biceps. La toute première fois où tu as mal à ce tendon, eh bien c'est une tendinopathie parce que c'était une douleur au niveau du tendon. Mais en soi, on a tous déjà eu mal quelque part. On ne s'est jamais trop inquiété et c'est passé sous quelques jours. Et souvent, eh bien, ça amène à ce qu'on appelle une tendinopathie réactionnelle dépassée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est un beau nom pour dire que tu as mal soigné ta tendinopathie d'adaptation. En fait, si tu as mal et donc que tu as une tendinopathie, si tu ne la rééduques pas, si tu ne rééduques pas bien ton tissu, eh bien ce tissu va se dégrader petit à petit et ça va amener du coup à une cicatrisation qui sera de mauvaise qualité. Enfin, sur le troisième et dernier type de tendinopathie, on arrive sur la tendinopathie dégénérative ou également appelée tendinose. Donc ça, c'est le stade le plus grave, tu t'en doutes, tout simplement parce que en fait, ton tissu va continuellement se dégrader et ton tendon ne reviendra jamais à son état antérieur. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, à partir de ce moment T, ton tendon ne pourra jamais redevenir comme il était. Et donc, comme la qualité de ton tissu diminue, ses capacités de transmission de contraintes également, elles, diminuent. Donc, je te rassure, la tendinose n'arrive qu'après plusieurs années de douleur sur cette zone. C'est-à-dire que tu as largement le temps de la voir venir et de la soigner. Et c'est pour ça qu'on va arriver à la troisième partie sur comment soigner ou prévenir une tendinopathie. Donc pour cela, eh bien, on retrouve trois objectifs. Le premier objectif, ce sera sur la douleur. On n'est jamais heureux d'avoir mal. C'est pour ça que du coup, on essaiera le plus rapidement de supprimer la douleur. Ce sera notre premier objectif. En deuxième objectif, eh bien, on ira jouer sur le métabolisme et la structure du tendon. Donc c'est pour ça que on l'a vu en début de vidéo, c'est que maintenant tu sais comment ton tendon est structuré et donc tu vas pouvoir utiliser
ces techniques en connaissance de cause. En troisième et dernier objectif, on va voir sur la mécanisation, donc c'est-à-dire la remise en charge de ton tissu. Comme on l'a vu, lorsque ton tissu est atteint, sa qualité diminue et donc également ses capacités de transmission de contraintes. Donc petit à petit, on va réaugmenter ces capacités-là pour permettre à ton tissu, à ton tendon, de revenir à son état initial. Donc on va commencer par la douleur. Pour la douleur, en fait, ce que tu peux faire, par exemple, c'est faire de l'automassage, que ce soit avec une balle de tennis, ça marche très très bien, ou encore avec un pistolet de massage. Ça te permettra de venir détendre les tissus et venir supprimer en fait le message nerveux, et donc ça te fera du bien, ça diminuera tes douleurs sur le court terme. En deuxième, ce que tu peux faire, c'est mettre de la glace pendant 15-20 minutes maximum, et ce toutes les 2 heures au minimum, pour diminuer tes douleurs en venant augmenter le flux sanguin, qui fait que ça va changer un peu ton métabolisme de ton tendon. Enfin, en troisième, tu pourras faire de l'électrothérapie. Alors certes, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a chez soi, et si jamais tu en as un, tu pourras l'utiliser sous le format TENS pour permettre de supprimer en fait le message nerveux. Maintenant, concernant notre deuxième objectif qui est le métabolisme et la structure, tu pourras en premier faire ce qu'on appelle du MTP, donc du massage transverse profond, ou toujours avec notre exemple de tendinopathie du long biceps, tu vas venir mettre ton biceps en étirement et tu vas venir avec ton pouce ou autre venir faire un massage profond en faisant un massage transverse pour permettre de modifier la structure de ton tendon. En deuxième, tu peux faire des étirements. Les étirements te permettront de réaligner tes fibres de collagène. Tout à l'heure, on a vu qu'une des raisons anatomiques de la survenue des tendinopathies, c'était que le tissu devenait anarchique, c'est-à-dire que les fibres partaient dans tous les sens. En faisant des étirements, tu vas pouvoir réaligner tes fibres de collagène et donc avoir une meilleure structure et un meilleur métabolisme. Enfin, en troisième, tu vas pouvoir consommer du collagène de type 1. Tu te rappelles sûrement, je t'avais dit qu'il avait différents types de collagène. C'est important à savoir parce que le collagène de type 1, c'est donc le collagène qui est au niveau de tes tendons. Sauf que lorsque tu te blesses et qu'il y a une mauvaise cicatrisation qui s'effectue, ce collagène de type 1 est remplacé par le collagène de type 3. Ce collagène de type 3 est un collagène de moins bonne qualité, et donc si de moins bonne qualité, il permet de moins bonne capacité de transmission de contraintes. C'est pour ça que tu peux te supplémenter en collagène de type 1, mais c'est également du collagène que tu retrouves par exemple dans la viande ou dans d'autres types d'aliments, et où tu n'aurais pas forcément le besoin de te supplémenter. Enfin, concernant le troisième objectif qui est la mécanisation, je vais te donner des jours types que tu devras adapter à ta situation, parce qu'en fait, ces jours sont très très théoriques. Donc, ils dépendront de ta situation, du type de tendinopathie que tu as, etc., etc. Donc, suite au diagnostic de ta tendinopathie, suite à la première douleur ressentie, en fait, de J0 à J3, ce que tu vas vouloir faire, c'est mettre de la glace et prendre du repos. Attention, au repos est différent d'immobilisation, tout simplement parce que ton corps est fait pour bouger. Et si tu l'immobilises, par exemple dans une écharpe d'immobilisation, ton corps ne sera pas dans les meilleures conditions pour se rétablir. Donc, mets de la glace pendant 15-20 minutes toutes les 2 heures et ne t'entraîne pas pendant 2-3 jours pour laisser à ton corps le temps de récupérer, de se reposer. Ensuite, de J4 à J7, ce que tu vas vouloir venir faire, c'est du travail en course interne, c'est-à-dire où ton muscle est le plus raccourci. Par exemple, toujours pour ton long biceps, ce que ça va amener, c'est que tu vas mettre ton muscle dans cette course-là. Tu vas le travailler uniquement ici avec des exercices d'isolation, c'est-à-dire des exercices mono-articulaires. Ça, c'est juste pour commencer à remettre en contrainte ton tissu dans la partie où c'est le plus simple pour lui. On l'a vu tout à l'heure, ton tendon n'aime pas du tout être étiré et c'est pour ça qu'on commence dans cette zone-là, en course interne. Ensuite, de J8 à J15, tu vas continuer ton travail en course interne et tu vas pouvoir ajouter un travail en course externe, c'est-à-dire globalement où ton muscle n'est ni contracté ni étiré. Là, tu vas pouvoir continuer les exercices d'isolation et également commencer à mettre en place des exercices polyarticulaires, du coup des exercices plus globaux. Sache que tu peux toujours continuer les étirements et la glace pour te permettre d'améliorer la structure de ton tissu et diminuer également tes douleurs. Enfin, de J15 à J21, tu vas faire du travail excentrique, notamment dans toutes les courses et surtout avec des exercices globaux, donc polyarticulaires. Tu es obligé de faire de l'excentrique avant de retourner au sport. Même si tu fais de la musculation, tu devras travailler notamment en excentrique parce que c'est là où il y a le plus de contraintes sur ton tendon. Et s'il n'est pas prêt à subir ces contraintes-là, et donc tu ne peux pas retourner directement à la salle. Ou en tout cas, à faire tes entraînements que tu faisais avant ta blessure. Donc voilà tout pour cette vidéo qui a dû être
assez longue, en espérant que celle-ci t'a aidé à mieux comprendre comment était structuré ton tendon, comment les tendinopathies apparaissaient et comment les soigner. Sache que si tu es motivé et prêt à progresser, j'ai une très bonne offre pour toi. J'ai mis du temps de côté sur mon planning pour discuter avec toi de tes objectifs. Durant ce rendez-vous totalement gratuit, on pourra analyser ta situation et identifier les choses qui te freinent dans ta progression pour te permettre d'atteindre le physique de tes rêves. Donc si ce rendez-vous t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.